Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire en dentisterie vétérinaire avec Dr. José Marcoux. Mon nom est Hélène Perra, je suis de la promo 99. Je vais être l'hôte ce soir. Le sujet, c'est les lambeaux. Donc, on avait brièvement parlé dans quelques webinaires passés, mais là, on va vraiment y aller plus en détail sur ce sujet-là précisément. Vous avez été nombreux à vous inscrire, fait que je pense que c'est un sujet d'actualité. Avant de procéder, je veux juste faire quelques petits points. Le prochain webinaire en dentisterie aura lieu le 21 août. Donc, 21 août à 19h, comme d'habitude, c'est un lundi soir. Et le sujet sera les traitements spécialisés. Donc, José va aborder la raison pourquoi on fait ce webinaire-là, que José a eu cette idée-là, c'est que vous êtes nombreux à lui poser des questions sur les traitements spécialisés, des traitements que vous ne faites pas nécessairement, que vous allez référer, mais vous voulez plus de détails, vous voulez surtout vous assurer que vous avez le bon patient et aussi comprendre les contre-indications pour les autres patients. Donc, elle va parler de la couronne, traitement de canal, les scellants dentaires, puis aussi de la pulpectomie partielle. Donc, le prochain webinaire, on va s'attarder sur ces 4 procédures-là spécialisées, puis vous expliquer comment ça se fait, c'est pourquoi et surtout pour quels patients qu'on doit éviter. Ceci étant dit, je vous rappelle que le service d'interprétation, tout ce qu'on appelle du téléconseil, donc service d'interprétation des radios, il y en a de plus en plus qui le demandent. Donc, le coût est de 60 $ par cas et les consultations virtuelles, c'est 132. On est sur le point de finaliser un formulaire en ligne qui va vous permettre là, de vraiment synthétiser toute l'information dans un lieu. La prochaine fois, je vais vous partager le lien. Et puis, je crois que c'est tout. José arrive de Vegas où elle a écrit, elle n'a pas écrit, elle a fait la partie pratique de son examen on y croise les doigts, qui va lui donner son titre. Au Québec, on n'a pas le droit de dire spécialiste en dentisterie parce que ce n'est pas une des spécialités en cardio-dentisterie. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui est reconnu encore par l'Office des professions, mais bon, on espère que ça s'en vient. Donc, sans plus tarder, José, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux mentionner avant qu'on débute? Non, mais je peux peut-être faire un petit rappel. J'ai encore plusieurs nouvelles cliniques qui embarquent dans notre processus avec Yvette. Donc, répondre aux petites questions auxquelles je me fais poser souvent. Donc, en général, j'aime bien voir le patient en consultation avant le jour de la chirurgie. Ça nous évite d'arriver le jour de la chirurgie, puis justement que je puisse pas faire la procédure pour X raisons ou que je me rends compte qu'il y a d'autres choses, l'estimé change, là, tout le monde est comme pressé, etc. Ça permet aussi de communiquer des risques aux clients, des choses comme ça. Donc, je fais des consultations les vendredis sous mode drop-off. Donc, le client laisse l'animal. Moi, je passe pendant la journée, je l'examine, je vous fais un rapport que vous pouvez donner au client, je vous fais un estimé bien précis. Et puis, on peut céduler la procédure à un autre moment donné. Donc, on a le temps là, de faire le bilan sanguin, de jaser ensemble, de sérénia, gabapentin, pré-op. Bref, on met tous les points saisis puis les bases CP avant le jour J. Puis, les mardis, mercredis, jeudis, on est disponible pour aller faire des procédures. C'est plutôt clé en main, c'est-à-dire que je m'occupe avec une collègue vétérinaire de l'anesthésie et de la chirurgie en soi. Fait qu'on vous donne le patient à la fin de la journée, il soit réveillé. On vous reparle du post-op, on regarde ensemble là, pour la médication, puis des recommandations pour la maison. Puis, le patient est prêt à s'en aller. Puis, on fait des réévaluations aussi qui sont incluses dans le prix. Donc, si le patient a besoin d'être revu après 2 semaines pour les plaies, on peut. Même chose, vendredi, je le mets entre mes consultes, puis on vient voir ça quand c'est nécessaire. Ça m'a ça. Super! Bon, alors, vous connaissez là, la majorité, je regarde les noms, là, vous êtes des habitués. Un petit rappel, si vous avez des questions à poser, en bas, vous avez l'option Q&A que vous pouvez poser vos questions, puis je vais aider José à y répondre. Bien, aider dans le sens de diriger parce que je n'ai pas cette connaissance. Et puis, on prévoit donc à peu près 1 heure de contenu. Donc, José, si tu as un écran partagé ou... Ah, je pourrais commencer. Bon, on va y aller avec c'est celle-là qui parle le plus, je trouve. Ça marche-tu? Oui? OK. Oui, Donc, en général, quand on fait des extractions, il faut très, très souvent faire des lambeaux.
Donc, si on est capable de faire une extraction, qu'on dit une extraction simple, entre autres pour le dent, une racine, qu'on fait simplement couper son attache puis sortir la dent, dans le fond, par le trou de son alvéole, ça s'appelle une extraction simple. Puis, en général, pour faire ça, on n'a pas besoin de lambeaux. Mais toutes les autres extractions, on va avoir besoin de faire des lambeaux, particulièrement si on veut enlever de l'os du côté buccal de nos racines. Bien évidemment, la gencive est là, fait qu'on ne peut pas passer la fraise dedans, donc il va falloir tasser tous les tissus. Typiquement, il va y avoir 3 types de lambeaux qu'on peut faire, puis souvent, en fait, il faut choisir quel type de lambeau on va faire dans quelles circonstances. Fait que c'est pas blanc ou noir, fait que c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. Fait qu'en A, ici, il y a ce qu'on appelle le lambeau en enveloppe. Donc, ça consiste à simplement aller couper la tache autour des dents et de prolonger, dans le fond, l'incision à une dent, aux dents adjacentes. Puis, en fait, si on regardait la dent de haut, tout ce qu'on aurait à faire, ce serait d'écarter la gencive de chaque côté de l'os. C'est pour ça qu'on appelle ça une enveloppe, parce que c'est comme si on ouvrait une enveloppe. Les avantages et les désavantages de ce type-là de lambeau, je dirais, l'avantage, clairement, ça va être le plus facile à recoudre, ou en fait le plus rapide à recoudre parce que c'est lui qui a le moins de suture. Le désavantage, je vous dirais, c'est que celui qui offre la moins bonne visibilité et en fait le moins de lousse. Donc, on va pouvoir le tirer beaucoup moins loin pour visualiser ou même exécuter des procédures comme aller fraiser quand on fait des lambeaux en enveloppe. Donc, normalement, Dr Dumais préfère ces lambeaux-là. C'est souvent celui qui enseigne en premier lieu. Donc, si vous faites que des lambeaux en enveloppe, moi, on m'avait montré pendant ma résidence, genre, tu fais des lambeaux en enveloppe, puis j'avais, à part la canine, j'avais pas le droit. Mais bref, il fallait pas comme que je convertisse, que je fasse d'autres types de lambeaux, jusqu'à ce que je découvre les avantages des autres lambeaux, parce que j'ai fait des stages ailleurs, puis des fois, on voit d'autres points de vue, puis que là, finalement, je me suis mis à utiliser vraiment plus souvent d'autres types de lambeaux. Mais le lambeau en enveloppe, donc très utile, plus rapide à suturer, la moins bonne visibilité. En général, par exemple, un petit mandibule de chat là, pour les prémolaires et molaires, lambeau en enveloppe va quand même être très suffisant. On n'a pas beaucoup d'os, ou en fait, le lambeau en enveloppe va être probablement aussi le moins extensible pour refermer notre plaie. Donc, si on a une plaie qui est très large, comme par exemple une PM4 avec une racine palatine qu'il faut aller recouvrir, bien souvent le lambeau en enveloppe ne va pas nous donner assez de lousse pour aller refermer ça. Même chose pour une canine d'un gros chien, bien évidemment, l'espace de la canine, il n'y avait pas de tissu mou là avant, fait que là, tout à coup, il faut combler tout cet espace-là. Donc, des fois, le lambeau en enveloppe ne sera pas suffisant pour ces raisons-là. Si on effectue un lambeau en enveloppe, il faut au gros minimum aller élever jusqu'à la jonction muco-gingivale. Donc, si on se rappelle, on a notre gencive attachée, qui est la partie là, qui touche la couronne de la dent. C'est la partie qui est vraiment raide et difficile à enlever quand on élève. Puis ensuite, on tombe dans la muqueuse alvéolaire, qui est comme la partie qui à l'intérieur de nos joues, qui est très flexible. Donc, si vous faites un lambeau en enveloppe, il faut au minimum se rendre jusqu'à la muqueuse alvéolaire si vous voulez avoir la moindre élasticité. Sinon, on ne sera jamais capable de fermer quoi que ce soit. En général, on peut aller élever un lambeau en enveloppe quand même assez loin apicalement, c'est-à-dire en direction des racines. Si on fait un petit mandibule de chien ou de chat, on peut se rendre pratiquement jusqu'au cortex ventral du mandibule pour élever, pour le tasser de notre chemin. Le but étant toujours d'élever le moins possible, mais il faut effectuer la procédure qu'on veut effectuer. Donc, gênez-vous pas là, pour aller élever autant que nécessaire. C'est pas mal ça que j'ai à dire pour le lambeau en enveloppe. En fait, non, c'est pas vrai. Si, par exemple, je veux extraire l'assiette qui est ici, au gros minimum, je vais étendre mon incision jusqu'à la furcation de la dent d'après puis la dent d'avant. Okay? Fait que c'est sûr que si vous faites juste votre incision sur la dent que vous voulez extraire, vous essayez d'élever ça, bien, vous n'aurez pas de lousse du tout, là, vous ne serez pas capable de faire grand-chose. Fait que c'est au minimum,
jusqu'à la moitié de la dent d'avant puis la moitié de la dent d'après pour avoir un lambeau là, qui a l'allure puis qui nous offre assez de visibilité pour faire ce qu'on a à faire. Puis si on n'a pas assez de visibilité, mais on peut continuer là, vraiment jusqu'à complètement la dent d'avant puis la dent d'après là, sans problème, ou décider de convertir en triangle. Mais c'est au moins une demi-dent de chaque bord. Je vois qu'il y a des questions. Non, c'est beau, c'est pour l'enregistrement. Parfait. J'ai autre chose à dire sur le lambeau d'enveloppe. Quand on referme, souvent, étant donné qu'on a ouvert de chaque côté de la dent, mais ça va être un lambeau qui est assez facile à refermer. Les 2 points les plus importants quand on ferme sont toujours les 2 points qui vont être adjacents aux dents qui demeurent en place dans la bouche. Si j'en ai aucun, ben dans ce cas-là, c'est beaucoup moins grave, mais on va vouloir s'assurer que la gencive attachée, donc la partie là qui est kératinisée, là, qui est plus solide, bien vraiment entourée par un collet vraiment complet autour des dents qui vont rester en place. Donc souvent, je vais taquer mon premier point, donc pour faire un collet bien serré autour de mes 2 dents qui vont rester. Puis souvent, je vais faire une continue sur l'espace qui reste. C'est pas mal ça. Combien de gencives ou de muqueuses on peut couper si la muqueuse est inflammée ou blessée ou on l'a déchirée avec notre élévateur? Donc, en général, je vais essayer de préserver ma gencive attachée le plus possible pour 2 raisons. Ben, en fait, s'il est pour rester une dent en bouche, j'ai besoin absolument que celle-là soit recouverte. Mais aussi parce que quand je suture, la gencive attachée, elle est plus kératinisée que la muqueuse alvéolaire, puis elle va tenir mes sutures plus fortement que si je suture dans la muqueuse alvéolaire. Fait que je vais essayer de conserver au moins 1 à 2 mm de gencive attachée pour pouvoir faire des belles sutures. Ça va être quelque chose à considérer quand on fait une incision, disons, au mandibule, là, entre la première prémolaire et la canine, parce que souvent, il y a juste un mince lambeau de gencive attaché à cet endroit-là. Un petit îlot, là, une petite péninsule. Donc, je vais essayer de faire mon incision au milieu de ça, que quand je resuture, ben, j'ai du tissu kératinisé pour resuturer. Si toutefois, mettons, j'ai enlevé ces 3 dents-là, la gencive est super, super inflammée, fait que j'ai décidé que je voulais la trimer un petit peu, puis je veux recoudre muqueuse alvéolaire à muqueuse alvéolaire dans un site où il n'y a pas de dents. Ça va quand même fonctionner. C'est-à-dire que si je faisais une mandibulectomie, par exemple, ben, clairement, j'aurais enlevé tout ça. Puis, ça va guérir, là. C'est 2 tissus là, qui sont compatibles, il n'y a vraiment pas de problème. Mais si on peut se garder de la muqueuse plus kératinisée, la gencive attachée, on le fait. Mais donc, si vous avez besoin de couper jusqu'à la muqueuse alvéolaire, c'est tout à fait possible. Tant que c'est pas autour d'une dent qui doit rester en bouche. J'ai autre chose à dire sur les lambeaux en enveloppe. Ça fait 3 fois que je dis que c'est fini puis que je rajoute de l'info, mais là, je pense que c'est fini. On n'a pas de questions pour l'instant. OK. J'ai oublié de le dire, là, ça fait 3 personnes qui m'écrivent. C'est enregistré. Désolée, absolument, je le dis tout le temps. C'est enregistré et l'enregistrement sera envoyé pour ceux qui doivent quitter ou qui ont des problèmes de Wi-Fi ou peu importe, qui doivent coucher les enfants. L'enregistrement va être envoyé par infolette, donc vous regardez dans vos indésirables des fois dans les prochains 24-48 heures. Parfait. Donc, si on veut faire une incision de relâchement sur un lambeau qui a commencé comme en enveloppe, en fait, on va appeler ça un lambeau triangulaire parce que à partir du moment où on élève ce coin-là, ben, ça nous donne un triangle, la base étant ce qui est attaché au patient, puis 2 autres côtés. Donc, un lambeau triangulaire va être tout simplement un lambeau en enveloppe qui a une incision de relâchement verticale, une incision verticale. Quand est-ce que je vais choisir de faire ça? Ça peut être pour plusieurs raisons. Si j'ai besoin de mieux visualiser ce que je dois voir, ça va être une très bonne raison de faire ça. Puis si j'ai besoin de plus d'élasticité pour fermer un plus grand site de chirurgie, ça va être pas mal mes deux points favoris pour faire ça. Ça va demander plus de suture pour refermer parce que là, on a une 2e incision à suturer. Donc, c'est pour ça il va être le lambeau en enveloppe quand on peut s'en sauver. Mais on n'hésite pas à faire un lambeau triangulaire quand on a besoin. Fait que, par exemple, si je cassais la racine
de ma 7 ici. J'avais besoin d'aller enlever de l'os proche de mon apex. Bien, probablement qu'un lambeau en enveloppe, je ne serais pas capable de le tracer assez pour aller enlever l'os que j'ai besoin puis voir ce que je fais. Donc, de convertir en faisant un lambeau triangulaire, ça serait vraiment optimal. J'ai une image quelque part, peut-être même dans ce livre-là. On va essayer... Non. Où est-ce qu'on peut faire nos incisions de relâchement? On va essayer de les faire à ce qu'on appelle un line angle d'une dent. J'ai aucune idée c'est quoi la traduction en français de ce mot-là. Mais en gros, ça va être vis-à-vis le commencement ou la fin d'une dent. C'est-à-dire que je ne veux pas être vis-à-vis une racine, je ne veux pas être surtout pas vis-à-vis une furcation. Donc, je veux être là où la dent adjacente commence pour faire mon incision de relâchement. Tout simplement parce que quand je vais fermer, ça va éviter que mon incision soit vis-à-vis un trou. Donc, par exemple, encore une fois, si je voulais enlever la 7, ben pourquoi je ne ferais pas mon incision de relâchement ici vis-à-vis la racine? Ben, c'est parce qu'une fois que je vais avoir enlevé de l'os, quand je vais resuturer, ma ligne de suture va être dans un trou, puis il y a beaucoup plus de chances qu'elle déhisse si elle n'est pas supportée par de l'os. Donc, quand on fait une canine, par exemple, ben, évidemment, on a un gros trou qui reste, fait qu'on veut s'assurer que notre incision n'est pas vis-à-vis le trou. Donc, on va toujours s'en aller mésialement ou rostralement à là où on part de l'os. C'est à planifier quand on veut faire notre incision de relâchement. Puis on veut pas non plus être vis-à-vis une dent parce que normalement, on veut pas avoir des points de suture dans un sulcus. Ça pourrait nous faire de la récession. Donc, si j'avais mon incision ici, par exemple, ou si en faisant mon lambeau sur ma canine, si je décidais d'aller ouvrir vis-à-vis ma 3, ben, ça se peut que mon parodonte de ma 3 souffre du fait d'avoir eu des sutures en plein milieu. Donc, on va préférer être juste ici, d'être juste à la fin de la dent ou, encore une fois, sur le mandibule. Des fois, on préfère aller ouvrir entre la 3 et la 2 qu'entre la 3 et la 4, puisque la 3 et la 4 sont très, très, très collés, puis notre lambeau pourrait se retrouver dans le trou. Fait qu'on va toujours opter là, pour entre deux dents. L'avantage, donc, c'est que le coin ici va devenir beaucoup plus flexible et on va pouvoir aller le porter plus loin. Fait encore une fois, je pense à ma PM4 quand je veux aller cacher ma racine palatine, qui va être souvent très loin, bien, ça va être vraiment plus facile d'aller porter mon coin de l'autre bord que si j'avais un embout en enveloppe en essayant de tirer. Donc, quand je vais restructurer, je vais vouloir essayer de réaligner ma jonction mucogingivale partout, mais je vais quand même prioriser de refermer mon cycle. Ce qui est plus le fun, évidemment, quand on élève ça, ben, ça va être qu'on a une très bonne visualisation là, de ce qu'on est en train de faire. On peut, en général, un bon gauge là, pour jusqu'à où prolonger notre incision de relâchement, c'est à peu près la hauteur de la racine des dents sur lesquelles on est en train de travailler. Donc, si je suis en train de faire une PM4, ben, on a juste à gager c'est quoi la hauteur de mes racines, mais mon incision devrait mesurer à peu près ça pour m'offrir une bonne visualisation de ce que je fais. Donc, c'est ça la différence entre un lambeau triangulaire puis un lambeau en enveloppe. Finalement, on a un lambeau qu'on appelle rectangulaire. Sur cette image-ci, ben, il a l'air d'être un petit peu en trapèze, là, mais bon, on peut faire semblant qu'il est rectangulaire. Puis vous pourriez le faire de façon rectangulaire quand vous le faites dans la vraie vie, là. Donc, ça n'a pas été étudié chez le chien à quel point la base doit être plus large que l'apex du lambeau. À moins que vous ayez on garde en tête au moins 1 pour 1, là. Mais les incisions ne sont pas obligées d'être divergentes, peuvent être droites, là, tant et aussi longtemps que votre lambeau est au moins aussi large que vous. Le désavantage d'un lambeau rectangulaire, ça va être qu'il y a encore plus de choses à suturer. Par contre, ça nous offre une excellente visualisation, la plus belle de tous, en fait, quand vous êtes mal pris. Puis, ça offre aussi beaucoup de flexibilité quand on referme. Donc, à un moment donné, j'ai fait un lambeau rectangulaire. J'ai dû aller enlever une 10 incluse chez un chien. Là, je savais que je serais pognée vraiment dans le fond de la bouche. En plus, elle était incluse puis elle était tournée à 90 degrés. Là. Donc, je savais que j'allais avoir plein de plaisir à aller
enlever cette dent-là, puis que je voulais pas... j'avais besoin de voir au maximum qu'est-ce que j'allais faire. Là, le but n'étant pas d'être pas invasif cette journée-là. Là. C'était comme, faut que je vois ce que je fais. Déjà, si j'enlève la dent, ça va être un bon défi. Là. Donc, on se fait une grande incision, soit triangulaire ou rectangulaire, mais on s'arrange pour voir ce qu'on fait. On a 2 questions ici. La première, c'est est-ce que pendant que je te pose la deuxième question, est-ce que tu peux remettre la photo du lambeau triangulaire sur la canine, de la canine, s'il te plaît? Oui. Puis, je vais te poser l'autre question. Comment on fait pour savoir la longueur des racines? Bonne question. Il y a un petit peu une question d'intuition à force d'en faire, on va le voir. Évidemment, vous avez toujours fait vos radios pré-op, vous avez quand même une idée. Au maxillaire, c'est assez facile parce qu'on les sent. Fait qu'on a quelque chose qu'on appelle la juga, qui est en fait un gonflement de l'os alvéolaire, là où il y a les racines, parce que l'os cortical est très, très mince au maxillaire chez les chiens, fait qu'on peut carrément les palper. Puis des fois, même, on lève la lèvre et on peut quasiment les voir. Donc, ça ici, mettons que je fais une canine, là, c'est sûr que je suis capable de palper. Puis chez vous, mon apex, même chose pour ma PM4, là, on les sent, ça fait vraiment des bosses en dessous de nos doigts. Donc, vous avez une bonne idée, là, c'est où votre longueur. Au mandibule, on n'a pas ça du tout. Puis au mandibule, bien, ça va varier beaucoup dépendamment de la race du chien. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire, ah, ils sont tout le temps à mi-mandibule ou à 3/4 de mandibule parce que chez un grand chien comme un labrador, les dents vont être à peu près à mi-mandibule. Puis sur un petit chien comme un Yorkie, ben, les racines, ils vont carrément jusqu'au cortex ventral. Donc, rendu là, je vous dirais, fiez-vous à votre radio. Fait que, si vous regardez votre radio, vous savez où votre cortex dorsal, ou là où sont les dents, puis le cortex ventral. Puis vous pouvez juste gager, c'est-tu un demi-mandibule, c'est-tu un tiers de mandibule, c'est-tu 2 tiers de mandibule. Donc, ça va être assez intuitif pour ça. Chez les chats, c'est beaucoup plus standard. Puis chez les chats, vous ne sentirez pas la giga. Mais chez les chats, vu que leur taille varie beaucoup moins, je vous dirais que pour n'importe quel prémolaire chez un chat, 1 centimètre, vous êtes pas mal rendu à la hauteur des racines. C'est vraiment plus long que ça. Pour une canine, je vous dirais peut-être 15 mm. D'après moi, c'est en masse. C'est répondu. Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Okay. Bon, fait que les principes, on a parlé. On veut que la base soit évidemment plus large que l'apex. On se rend jusqu'à notre hauteur. Ah oui. Il faut non seulement qu'on ait exécuté notre extraction et qu'on ait visualisé les tissus de façon satisfaisante, mais aussi il faut qu'on puisse refermer notre lambeau à la fin. Fait que des fois, on réussit à faire notre extraction sans trop élever, mais quand on vient pour fermer, on n'a pas assez de lousse du tout. Donc, il faut aussi penser que notre lambeau il va servir à refermer sans tension. Parce que de faire le plus petit lambeau possible, vous n'êtes pas nécessairement gagnant si vous êtes prêt à DS après. Donc, des fois, j'ai des gens qui je les vois faire, puis je fais comme, mon Dieu, oublie ton lambeau. Moi, je l'aurais fait 2 fois plus grand au moins. Puis je trouve que c'est peut-être quand il referme, donc on n'hésite pas. Des fois, je trouve que je me tire dans le pied parce que j'essaie tout le long d'une procédure. Ah, je vois pas trop, mais OK, je vais pas vouloir refermer. J'essaie d'être pas invasive, pas trop agrandir. Fait que, je me fais chier tout le long de la procédure à pas voir ce que je suis en train de faire, puis je me donne du mal. Finalement, quand j'ai pour fermer, je me rends compte que j'en ai pas assez, puis finalement, je rouvre plus grand. Fait que je me dis, si j'ai rouvert plus grand, je me serais facilité la vie tout le long de ma procédure. Fait que n'hésitez pas à ouvrir l'écran parce qu'il faut aussi qu'on ferme sans tension. Le bon gauge, je trouve, pour savoir si on a refermé sans tension, c'est qu'une fois qu'on a déposé notre lambeau en place, là où il devrait aller, je devrais pouvoir lever la lèvre du chien ou du chat, puis mon lambeau ne devrait pas bouger. Donc, sans suture, il est supposé rester en place. Donc, si ça tire ou si vous n'êtes pas capable de faire ça, ben ça dit que notre lambeau il a encore besoin d'être élevé plus grand ou de couper le périoste pour refermer sans tension. Je m'étais fait des petites notes, je vais juste me relire. Okay. Fait que si on trouve qu'on n'a pas assez de lousse pour refermer, il y a deux stratégies qu'on peut utiliser pour
Donc, pour se donner le lousse qui nous manque quand on veut refermer. Fait que ça va être ça d'agrandir notre lambeau. Fait qu'une enveloppe, par exemple, mais ça se peut que si on a juste une dent de large, ça soit difficile de refermer dans le milieu, mais si on allait jusqu'à une dent de chaque côté de notre plaie, qu'on ait un petit peu plus de lousse pour refermer. Même chose, si on a fait un petit rectangle là, tout mini, tout timide, puis qu'on avait des grosses dents de chien, mais ça se peut que ça soit pas assez, mais des fois, juste en prolongeant jusque dans la muqueuse alvéolaire, qui, elle, est très flexible, mais on va être capable d'aller retirer plus. Fait qu'on peut simplement rallonger nos incisions. La deuxième façon de donner du lousse à notre lambeau, ça va être d'aller relâcher le périos. Puis je vais essayer de trouver une image de ça pour pouvoir l'expliquer intelligemment. Mais si tu veux me lire une question pendant que je fais l'image. Donc, première question. Pourquoi fermer dans le sulcus prédispose l'animal à développer de la récession gingivale? Parce que le fil va servir de corps étranger, puis le sulcus n'aime pas ça. Je suis pas sûre que je peux vous dire plus à propos du mécanisme, mais dans tous les principes de chirurgie ever, c'est faut pas qu'il y ait de fil de suture dans un sulcus. Le sulcus n'aime pas ça, il va réagir, c'est inflammatoire, puis pendant la guérison, ça risque de blesser votre parodonte. Parfait. Est-ce que tu es en mode multitasking? Oui, je suis en mode, tu peux me poser la question. Donc, Dr. Dumais disait qu'en enveloppe, moins de chances d'affecter la circulation. Est-ce le cas? Oui. Fait que, il y a une couple d'affaires. Quand on fait un lambeau, officiellement, à chaque fois qu'on élève, on perd, je pense que c'est 0,5 mm d'épaisseur osseuse partout où on a élevé. Fait que c'est sûr que ça perturbe l'os de se faire élever du périos de faire un lambeau. Fait qu'on veut le plus petit lambeau possible, mais encore là, comme je vous ai dit, il faut quand même travailler intelligemment puis voir ce qu'on fait puis fermer sans tension. C'est comme un équilibre entre, on ne rouvre pas tout un cadran pour enlever une dent, mais il faut quand même faire notre travail puis c'est la même chose. En anesthésie, on nous dit qu'il faut faire l'anesthésie la plus courte possible, mais à un moment donné, il y a une limite à la vitesse qu'on peut faire une chirurgie, puis pas juste dedans, là, mais je veux dire, maintenant, on ne travaille pas en cabochon juste parce qu'on essaie d'aller vite. Donc, on veut faire le lambeau pas trop grand, mais assez grand pour faire ce qu'on veut faire. C'est sûr que je vais retourner ici. En fait, ça m'amène à quelque chose que je n'ai pas dit, donc ça va bien. La vascularisation, elle arrive toujours de distal vers rostral. Évidemment, le cœur, il est plus proche du cou que du bout du nez. Là. Fait que notre sang, il arrive dans l'arrière, il va vers l'avant. Fait que si je veux faire un lambeau triangulaire, ben, je vais toujours prioriser de faire mon lambeau rostralement la dent que j'ai besoin d'extraire et non distalement. Parce qu'après ça, je me dis, mon lambeau, il va être au moins vascularisé jusqu'ici, comme ça, ici, dans cette direction-là. Puis la partie qui est ici, que oui, j'ai peut-être coupé ces vaisseaux sanguins qui arrivaient de l'arrière, mais vu que cette partie-là n'a pas été élevée, elle est quand même tout à fait nourrie par le périos qui arrive dans dessous d'elle. Donc, encore une fois, si je voulais extraire la 7, ben, je choisirais d'aller faire mon lambeau, mon incision de relâchement mésialement et non distalement. Parce que là, après ça, pour irriguer mon lambeau, il faut comme que le sang revienne par en arrière, puis ça, c'est quand même un peu moins facile. La face est extrêmement bien vascularisée, puis peut-être que vous en tiriez pareil, là, mais le principe, c'est quand même que notre incision de relâchement, on va la faire mésialement ou rostralement où on a besoin de travailler. Puis, bien évidemment, si vous faites un lambeau rectangulaire, ben oui, vous avez coupé la part qui arrive directement de distal, mais habituellement, c'est quand même bien nourri. Puis c'est un peu pour ça que je vous ai parlé de la règle de au gros minimum aussi large que haut. Mais la vraie proportion, on ne la sait pas chez les chiens. Ça n'a jamais été étudié. Donc, c'est sûr que le lambeau en enveloppe, en fait, dans tout ça, ça va être lui qui va être le mieux vascularisé parce qu'on a le moins dérangé l'apport sanguin. Mais c'est ça. Si vous n'êtes pas capable de refermer, puis vous n'êtes pas capable de voir ce que vous faites, ben, c'est bien beau l'apport sanguin, mais il faut quand même qu'on effectue notre travail. C'est beau? Oui, pour l'instant, on a d'autres questions. Donc, ouais, c'est un peu, je dirais, un des désavantages, mais évidemment, on ne fera jamais un petit mini lambeau
sais, je veux dire, ça, là, ça n'a pas de chance. Ça commence à être pas mal étroit. Donc, c'est divergent. Puis, ça aussi, en fait, le chiffre numéro 1, c'est un bon exemple de j'ai fait mon incision de relâchement quelque part qui va finir dans le trou plus tard. C'est-à-dire que quand je vais vouloir enlever de l'os au buccal de ma dent à extraire, je vais l'enlever vis-à-vis de ma racine. Donc, si j'ai fait mon incision vis-à-vis de ma racine, quand je vais refermer plus tard, je vais être dans le trou. Donc, une bonne planification chirurgicale, ça serait d'aller faire une décision devant. Là, si vous la faites divergente comme ça ou triangulaire, là, ça dépend juste qui vous a montré à travailler. Là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je connais plusieurs chirurgiens qui font une divergente comme ça pour la canine. Docteur Dumais me l'a montré avec ça, une triangulaire. C'est le même que je suis habituée, c'est le même que j'enseigne. Mais si vous avez vu ça dans un TP ailleurs, c'est ça que vous faites, je ne suis pas outrée, je connais des chirurgiens avec beaucoup d'expérience qui font comme ça, puis ça va bien. OK, relâcher le périoste. Où est-ce que je peux trouver une belle image de ça? Je sais que j'en ai déjà vu. Attends. Je réfléchis. Une question. Oui. Vas-y donc, peut-être ça va me revenir en même temps. Est-ce que l'incision B, attends une minute, là, c'est-tu par rapport à... Oui, c'est ça. Okay. Est-ce que l'incision B pour l'embout de canine serait OK pour une dent décidue si on laisse la dent d'adulte, évidemment? Oui, vous pouvez toujours faire des incisions de relâchement si que vous fassiez une dent décidue ou adulte, ça ne change rien. Moi, encore une fois, le Dr Dumais me l'a montré, j'avais pas le droit de faire des extractions chirurgicales sur les dents décidues. Puis après ça, quand je suis allée ailleurs, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de raison à cette règle-là. Donc, si vous avez cassé la racine ou si vous avez besoin d'enlever de l'os pour sortir vos dents décidues, allez-y, faites un lambeau triangulaire. En fait, on va toujours vouloir faire notre lambeau aussi grand, puis même plus que l'os qu'on anticipe d'enlever. C'est-à-dire que si sur cette dent-là, j'ai besoin d'enlever de l'os jusqu'à mi-racine, j'ai besoin que le lambeau aille plus loin que mi-racine parce qu'il faut au moins, évidemment, que le lambeau soit pas là où je vais passer ma fraise, mais en plus de ça, il faut que je sois capable de rétracter mon lambeau quand je travaille pour être certaine que ma fraise ne va jamais rencontrer mon lambeau parce que c'est très destructeur, là, une fraise dans du tissu mou. Donc, il faut au gros minimum que notre lambeau soit assez grand pour nous permettre de travailler. Puis si, par exemple, je casse une racine, puis là, je me rends compte que j'ai besoin de plus d'exposition que tantôt, c'est tout simplement, on rallonge nos incisions, puis on continue. Là, il n'y a pas de scandale là. Parfait. On a 2 questions. Si j'ai 2 dents à 2 racines ou plus qui ne sont pas contiguës, genre la 106 et la 108, suis-je mieux de faire 2 lambeaux ou un seul lambeau? Probablement que j'en ferais rien qu'un. C'est une excellente question. Je ferais surtout pas 2 triangulaires parce que là, tu sais, ça commence à demander à la passe sanguine de zigzaguer pas mal. Là. Fait que je ferais un triangulaire, puis je ferais mon incision de relâchement au point le plus mésial ou le plus proche du bout du nez de tout ce que j'ai besoin de travailler. Ou je pourrais faire une grande enveloppe. Mais si j'avais une incision de relâchement à faire, le plus mésial de toutes les dents que j'ai à faire. Puis là, je fais juste élever un grand triangle. Donc, qui va inclure là, toutes les dents sur lesquelles je travaille. Bonne question. Oui, on en a plusieurs. Là. Mais tant mieux parce que je sais comme pas quoi dire. Go! Bien que je porte attention à faire mes lambeaux, il m'arrive fréquemment que la muqueuse gingivale déchire. Que faire? Bon, il y a peut-être une couple de petits trucs que je peux vous donner pour pas que ça arrive, puis après ça, on va regarder comment le faire. Quand on fait notre première incision, la première incision consiste à aller couper toute la tache ligamentaire, dans le fond, dans le fond de notre sulcus qui se rend jusqu'à l'os. Puis ça, je suis certaine que j'ai un beau dessin quelque part. C'est dans Periodontal Surgery. Ah! Donc, tu vois, c'est le premier dessin. Fait que là, ça, c'est comme un gros plan sur une dent. Ici, on a la couronne, l'émail. Ça, c'est notre gencive. Fait que ça, ici, l'espace, en fait, c'est notre sulcus. Fait que là, on a notre gencive attachée, là, qui est
qui est défini par ça ici. Notre muqueuse alvéolaire lousse. Puis quelque part entre les deux, on a notre os. Fait que notre premier coup de scalpel, là, en fait, on veut aller couper, on veut se rendre jusqu'à notre os, mais on a tout ça. Puis ça, c'est du tissu conjonctif, c'est top, là. Il y a des ligaments vraiment qui partent du sément qui se rendent dans notre gencive attachée. Ça tient fort. Puis même avec un scalpel, ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir du premier coup. Fait que notre premier coup de scalpel, là, on veut se rendre vraiment jusque-là avec. Donc, si vous n'avez pas fait votre incision assez profondément, je vous assure, je le fais aussi, là. C'est pas un reproche, là. Quand on va rentrer notre élévateur, ben, il ne rentrera pas pleine épaisseur. Il va être quelque part entre les deux, il va s'arrêter ici. Fait que quand on va venir pour élever, ben, ça se peut qu'on déchire, parce que là, ça va partir un peu dans tous les sens. Par contre, si on est capable de rendre notre élévateur jusqu'ici, jusqu'à l'os, en fait, ben là, à partir du moment, on va être capable de se glisser en dessous de notre périos, puis en gardant notre instrument collé sur l'os, d'aller tout élever la gencive comme si c'était un gros tapis. Fait qu'on veut surtout pas commencer à mi-épaisseur quelque part, parce que là, on va se ramasser à mi-épaisseur, je sais pas où, puis là, c'est beaucoup plus facile de déchirer. Fait que le premier truc, c'est de s'assurer que notre incision est faite profondément. Puis, c'est un bon 2 mm souvent, là. Dans le fond, je sens que j'ai buté sur l'os vraiment partout. Puis, je vais m'assurer que cette incision-là est vraiment faite à 360 autour de toute ma dent. Fait que si je reviens à l'autre dessin, oui. Non. Attendez. Mettons lui. Souvent, fait que je vais avoir fait une petite incision ici, puis là, je vais avoir soulevé mon scalpel, puis refait une incision verticale. Souvent, le coin ici, il va être mal coupé. Parce que j'ai relevé, puis j'aurais pas fait le coin. Même chose quand je vais venir pour visiter mon élévateur ici, je vais être quelque part à mi-épaisseur, puis c'est là que je vais le déchirer. Fait qu'on s'assure que notre coupe est vraiment profonde, puis que notre coin est coupé au complet avant d'utiliser notre élévateur à la période. Fait que ça, principalement, quand je fais sur ma canine, là, ici, mettons que mon incision, elle serait droite, le coin ici, là, il est souvent mal coupé. Surtout qu'ici, il y a souvent une concavité dans l'os, là, c'est comme un endroit très awkward à aller couper. Fait que souvent, il ne sera pas pleine épaisseur, puis donc ça part mal, puis là, après ça, tu te restes léché. Fait que la première étape, c'est de faire notre coupe vraiment pleine épaisseur. La deuxième, d'avoir des élévateurs à périos bien affûtés. Donc, je veux accoter mon élévateur à périos sur l'os. Puis là, souvent, mais je vais juste comme le basculer d'un côté à l'autre, comme si j'essayais de me faufiler en dessous d'un tapis, puis de tout lever. Je sais qu'il y a une certaine école de pensée, il y en a qui élèvent, qui affûtent jamais leurs élévateurs à périos, genre de toute leur carrière, là, ils travaillent avec des élévateurs émoussés. Moi, je trouve que ça déchire moins quand l'élévateur est tranchant parce qu'il va bien se glisser le long de notre os, puis il va aller plutôt séparer les fibres puis les lever au complet plutôt que d'essayer de les pousser puis de les déchirer. Fait que personnellement, j'aime beaucoup mieux quand ils sont affûtés. Comme avec un couteau, mais tiens, je veux dire, une lame de scalpel, on fait moins de dommages quand notre lame elle coupe que quand notre lame est toute émoussée puis là, les tissus se coupent pas à moitié. Donc, je vous recommande que vos instruments soient toujours bien affûtés. Et pour les coins, entre autres, j'aime beaucoup utiliser le coin de mon élévateur à périos. Là, j'ai vu qu'il y avait des dessins d'élévateurs. Donc, y a-t-il un élévateur? Oui, tu te souviens quand tu avais fait le webinaire sur les instruments, là? Oui. Tu avais montré des visuels comme ça là, pour. Je ne pas là, mais j'en ai d'autres d'ailleurs, des images. Il y en a un que tu recommandais, là, il était plus petit, je pense. Oui, il y a le étroit aussi que j'aime beaucoup pour les chats. Je vais essayer de trouver ça. Présentation. Si on ne le trouve pas, on peut. Oui, au pas, je vais regarder, mais je vais essayer de. D'après moi, j'en ai un qui s'appelle Instrument, là, fait que je devrais être capable de le trouver assez vite, je pense. Ah, j'ai un truc qui s'appelle Photo Instrument, mais ils sont tous numérotés, ils sont pas comme par nom.
Okay, si je n'ai pas trouvé dans 30 secondes. Ah oui, non, je l'ai. OK. Donc, ça ici, c'est mon élévateur. Attendez, Non, les fais photos. pas la bonne affaire. Ouais. Bon, ça, c'est mon élévateur bien standard. Là, fait que je pense qu'il s'appelle le EX7 chez Sislac. C'est un modèle qui est quand même très populaire. Là, fait que vous avez probablement quelque chose qui ressemble à ça. Fait que ici, c'est comme un petit peu une petite cuillère. Puis de l'autre côté, c'est un pointu. Il y en a qui sont en tête de flèche. Mais sérieux, la grande majorité de ça, de ceux que je vois en clinique ressemblent à ceux-là. Pour élever mon coin de mon lambeau triangulaire, j'aime beaucoup faufiler la pointe sur le coin pour aller élever le coin. Je trouve que ça marche vraiment mieux que le rond. Parce que le rond va aussi pogner comme l'autre côté du lambeau. Puis là, bon, tu te mets à élever tout et à déchirer un peu tout. Là. Donc, j'aime beaucoup les élévateurs pointus pour élever les coins de mes lambeaux triangulaires. Je trouve que ça part bien. Si jamais vous avez de la misère avec vos lambeaux triangulaires, ce qui peut être une autre stratégie, et là, excusez-moi, je vais encore changer de photo. Ça, ici. OK, donc maintenant j'ai ma canine. Ici, je vais avoir ma gencive attachée qui est souvent très, très épaisse. Puis c'est sûr que la gencive attachée est plus difficile à élever parce que, bon, premièrement, il y a toutes les fibres de collagène qui sont ancrées vers l'os, puis c'est plus kératinisé, on l'a dit, c'est plus épais. Mais vous pouvez commencer avec votre élévateur à périos dans la muqueuse alvéolaire et faire votre chemin vers la couronne. Il y a personne qui dit que vous êtes obligé de commencer par la couronne, vous en allez vers la racine. Donc, si vous avez un lambeau triangulaire, vous pouvez commencer sous la muqueuse alvéolaire et de faire le chemin inverse. Comme ça, vous savez que vous êtes déjà pleine épaisseur, puis de reculer. Des fois, ça va nous donner une chance plutôt que de s'en aller comme ça. Voilà, ça, c'est un autre petit truc. Oups. Ah, non. Gros. Donc, on a parlé de comment on peut les déchirer. Fait que pour moi, dans mes mains, l'incision, c'est souvent là où ça a mal été. Puis il existe des élévateurs à périos plus étroits. Donc, celle que je vous ai montrée, c'est un petit peu comme une cuillère, mais il y en a qui sont vraiment tout droits. Donc, chez les chats, j'aime beaucoup plus travailler avec les étroits. Ils sont plus petits, c'est plus proportionnel au petit lambeau que je suis en train de faire. Donc, personnellement, je trouve que ça déchire moins. Des fois, sur les petits mini-chiens, comme les petits chihuahuas, là, ils ont comme une concavité très marquée entre, en fond, là où l'arcade zygomatique arrive puis le reste du museau. Là. Puis souvent, cette concavité-là aussi, j'aime bien utiliser mon élévateur de 3. Je trouve que ça suit mieux l'os puis que je suis plus capable d'élever. Donc, en dentisterie, on est très dépendant de nos instruments. Quand on n'a pas les bons instruments, on travaille vraiment moyen. Ça fait que je donnerais ces trucs-là. Puis si on l'a déchiré, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça dépend d'une couple d'affaires, comment je vais m'en tirer. Si j'ai fait juste une petite fenestration entre la gencive attachée et la muqueuse alvéolaire, ça arrive une fois de temps en temps, on a juste comme passé au travers. Bien, ça suffirait juste de remettre un petit point de suture dessus après, puis ça me... tout le tissu autour il va être bien vascularisé, fait qu'on peut juste le refermer, ça ne m'énerve pas. Si on a comme bien déchiré le rebord de notre lambeau, puis là, il est maintenant un petit peu irrégulier, ben, on prend une paire de ciseaux, puis on trime, là, on remet ça droit, comme sur une plaie de peau. Évidemment, il ne faut pas être trop... faut être timide dans notre coupe, parce que des fois, juste couper 1 millimètre, ben, ça fait une grosse différence sur comment on va refermer. Mais si notre rebord est très, très, très irrégulier, les ciseaux peuvent être notre ami. Puis si j'ai taillé, puis j'ai comme un petit bout très étroit, là, ben encore une fois, je vais me dire, est-ce que l'apex de ce petit sous-lambeau-là, y a-t-il des chances d'être vascularisé? T'sais, si j'ai fait une petite pointe quelque part, ben est-ce que ma base est au moins aussi large que l'apex de mon petit morceau où il va nécroser la seconde que je le retrouve en place? Fait que là, il suffit juste de regarder un petit peu notre pattern qu'on a créé, puis de se dire, c'est-tu vascularisé, cette histoire-là? As-tu encore des chances de survivre? J'ai au moins du 1 pour 1 dans chacune de mes petites projections. Puis si la réponse est non, ben
on trim. Puis si la réponse est oui, ben on le suture tout simplement, puis ça va avoir l'air un peu du patchwork, mais c'est pas grave, dans une semaine, ça paraîtra plus. Parfait. L'autre question est quand même assez large. Peux-tu nous parler plus en détail pour les lambeaux, plus spécifiquement canine mandibulaire puis canine maxillaire? Oui. J'ai une présentation quelque part. Je crois que elle s'appelle Principe de chirurgie. Je vais vous montrer comment moi je l'ai fait. Il y a d'autres façons de les faire. Là. Si vous voyez dans un livre de quoi différent, ou si un autre dentiste vous a montré quoi, ça ne veut pas dire que votre méthode est mauvaise. Je vais juste vous montrer la méthode que moi je fais. Ah, voilà. Donc, moi, quand je fais un lambeau pour une canine maxillaire, ça va donner pas mal ces proportions-là. C'est-à-dire que je vais faire un lambeau en enveloppe, pas mal, je vous dirais, jusqu'à la furcation de ma 6. Fait que gênez-vous pas, là, c'est grand, là. Si vous arrêtez en avant de votre 5, là, ça va être très serré. Vous allez avoir de la misère à visualiser ce que vous faites tout le long. Et puis, il va y avoir de la tension probablement quand vous refermez. Là. Fait que de vous rendre jusqu'à la 5, je dirais 95% du temps, ça va être beaucoup trop petit. Distal à la 5 des fois, mais souvent, la furcation de la 6, c'est un bon repère. Pour pas avoir de tension quand on ferme, puis pour bien voir qu'est-ce qu'on fait. Fait que furcation de la 6, je m'en vais jusqu'à médialement à ma dent d'intérêt. Fait que souvent, ça va donner la moitié de l'espace interdentaire entre la 4 et la 3. Fait que vous pouvez vous dire ça là, à la moitié chemin. J'ai un petit vaisseau qui passe ici. Des fois, c'est surprenant comment ça saigne. Ça veut dire que, tu sais, on a un petit peu de sang partout. Puis là, tu arrives là, puis là, tu dis, oh mon Dieu, il y a comme une petite fontaine, là. C'est normal. Puis c'est tout petit, tu sais, je veux dire, c'est pas grave, là. Mais tu sais, si vous avez un saignement un petit peu plus prononcé à cet endroit-là, c'est parce qu'il y a un petit vaisseau qui fait une anastomose, en fait, entre la infraorbitaire et la palatine. Ils se rejoignent de même. Fait que, puis, je vais bien palper mon patient parce que ici, on le voit un petit peu, là. Dans le fond, j'ai le museau, tu sais, j'ai les cavités nasales ici. Évidemment, je ne vais pas aller envoyer mon incision vis-à-vis là où il n'y a pas d'os parce que je vais me retrouver dans le nez. Mais je ne vais pas me retrouver vis-à-vis ma racine non plus. Fait que je vais palper ma juga. Fait que je vais le sentir bien ici comme ça. Puis, j'allais faire mon incision verticale quelque part entre les deux. Fait que je veux rester sur l'os, je veux pas être dans le nez, mais je veux pas être dans le trou non plus. Puis des fois, c'est pas large, là. Fait que, tu sais, palper comme il faut, puis on planifie notre incision ici. Puis je vais me donner, ben là, sur une canine mandibulaire, ben je me donne pas toute la longueur de la racine, là, ça serait un petit peu exagéré, là. Mais on se donne, mettons, sur un chien comme ça, là, c'est pas mal jusque-là que je la fais. C'est pas toute la canine, mais c'est au moins la moitié. Puis en fait, il faut se penser toujours que la canine, elle est faite comme une banane. Elle est plus large dans le milieu qu'au niveau de la couronne, là, où on la voit. Donc, au minimum, il faut que j'aille enlever de l'os jusqu'à sa partie la plus large, sinon elle ne sortira jamais. Donc, au minimum, il faut que mon incision soit à la moitié de la dent, parce que quand je vais utiliser ma fraise, ben, il faut au moins que je visualise jusqu'à la moitié de ma dent. Je peux pas faire moins que ça, parce que si j'enlève pas assez d'os, mais elle ne sortira jamais. Donc, c'est pas mal ça mes proportions. Si le chien est plus petit, ben, ça va juste être tout plus petit, mais souvent, on se dit un petit peu plus loin que Miratine pour une canine, puis la 6. Puis, je vais continuer souvent mon incision jusqu'à la 3 parce que c'est important aussi, quand on referme, d'aller élever l'autre côté du lambeau pour pouvoir aller prendre des bonnes bouchées dans notre gencive. Si notre gencive est collée sur notre os, quand on va vouloir prendre notre bouchée avec notre aiguille, on va juste pogner comme la diagonale de notre gencive, puis c'est là souvent que ça déchire parce qu'en fait, on n'a pas une vraie épaisseur. Si j'ai élevé, même si c'est juste sur 2 mm, ben le 2 mm que j'ai élevé, j'ai toute mon épaisseur de lambeau, puis je vais pouvoir aller passer mon fil de suture sur toute mon épaisseur. Fait que d'aller prendre une bouchée, pleine épaisseur de chaque côté pour refermer après.
Donc, d'aller faire un petit coup de scalpel jusqu'à ma 3, ça va me permettre d'aller bien élever mon coin de l'autre côté de mon lambeau aussi, puis de refaire une fermeture qui va être beaucoup plus belle après, plus solide pour mon coin. Question sur le lambeau de la canine maxillaire avant que je parle de la mandibulaire. Fait que pendant que je travaille et que je vais aller enlever de l'os jusqu'à au moins mi-racine, ben, je vais utiliser un instrument. Personnellement, j'aime bien l'élévateur à périos. J'en ai un qui est dédié à tenir mes lambeaux, c'est-à-dire que même si je pogne avec la fraise et qu'il peut manger après, ben, c'est pas lui avec qui je vais aller élever mes lambeaux plus tard. J'en ai comme un scrap puis un bon. Donc, je vais le placer ici sur l'os pour tenir mon lambeau. Vous pourriez utiliser une pince tissu, n'importe quel autre rétracteur. Vous pourriez aussi vous faire un point de rétention dans votre gencive avec des fils de suture pour aller le tenir, pour pas le pincer, pour qu'il soit le plus beau possible. Tout ça, c'est parfait. Je vous dirais, en général, tenez-le pas avec votre pouce, parce que si vous accrochez votre pouce avec votre fraise, ben, c'est un peu ordinaire. Donc, on va privilégier de tenir le lambeau avec un instrument et non avec vos doigts. C'est beau pour ça? Oui. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Bon, ben, fait que là, je vais continuer mes slides dans le kayak. Si je voulais faire une prémolaire 2, ben, j'irais, comme j'ai dit tantôt, jusqu'à la furcation de la dent d'avant. Puis, ben, là, si c'est une prémolaire 1, ben, on peut aller jusqu'à médialement à cette dent-là pour se donner quand même assez d'élasticité. Pour une prémolaire 4, j'aime beaucoup le lambeau triangulaire. Encore une fois, je trouve que c'est plus facile d'aller refermer pour notre palatine. Donc, je vais me rendre jusqu'à la furcation de la dent d'avant. Fait qu'à la furcation de ma 9, tout le tour de ma 8. Puis, ben, encore une fois, au line angle. Donc, là où ma 7 finit, ben, je vais aller faire mon incision verticale. On s'assure de rester sur la crête osseuse puis s'assurer que notre canal infraorbitaire et tout ce qui en sort est, dans le fond, est rostral à là où on va faire notre incision parce qu'évidemment, on ne veut pas aller mettre notre scalpel dans l'artère infraorbitaire parce que là, je vous garantis que ça va pisser sur un moyen temps. Donc, on a juste à le palper, là, on peut rouler notre doigt. On va sentir le bundle ici. On sent qu'il rentre dans sa petite caverne. Fait que si je coupe sur le toit de la caverne, ben, j'ai pas de chance de l'attraper. Puis, sur un chien de cette grosseur-là, les racines vont probablement jusque-là. Fait que je me donnerais un lambeau de cette longueur-là pour aller bien élever, pouvoir travailler, enlever de l'os en masse sur mes racines, comme si j'ai casse ou quoi, peu importe. Puis surtout pour me donner le lousse qu'il faut pour aller refermer ça. Puis ma canine mandibulaire, je vais aller faire, donc on commence avec notre lambeau en enveloppe. Donc, encore une fois, jusqu'à la furcation de ma 6, je ne me gêne pas pour bien voir. Ma 5, entre la 5 puis la 4, c'est là que j'ai juste un petit filet de muqueuse attachée. Il n'y a pas de muqueuse attachée, de gencive attachée, pardon. Mais je vais aller essayer de mettre mon scalpel dedans pour qu'il me reste au moins 1 millimètre de chaque côté pour que en fait, du côté de la langue, c'est infini, là. Ça va jusqu'à l'autre côté, mais de me garder au moins un petit rebord pour pouvoir aller que mes points de suture mordent dans quelque chose de solide. Je vais couper évidemment tout le tour de ma 4. Puis, on peut aller soit devant la 4, médialement la 4, ou médialement la 3, comme vous préférez. Si on le fait médialement la 4, il faut juste s'assurer de pas être là où on va être dans le trou plus tard. Donc, on essaie de rester le plus droit possible en se disant quand même que notre canine, elle s'en va vers l'arrière. En fait, ma canine, elle s'en va comme ça. Fait que mon trou, il serait probablement comme ici. Fait que mon incision ne serait pas dans le trou. Mais si vous avez peur de le faire dans le trou, mais vous pouvez tout simplement la faire entre la 3 et la 2. Puis juste élever toute la 3 avec, il n'y a pas de problème. Puis là, votre lambeau, ben, c'est sûr que vous ne le refermerez pas dans le trou, vous allez être bien. Quand on élève, on peut élever maximum jusqu'au foramen mentonnier moyen. Là, vous allez voir les nerfs sortir de là parce que, évidemment, si on lève plus, ben, on risque de l'avulser. Donc, dépendamment de l'anatomie du patient, il peut être un petit peu plus en avant, un petit peu plus en arrière. En général, il est pas mal vis-à-vis la prémolaire 2, fait que la racine mésiale de la 2.
Mais des fois, sur les chiens brachycéphales, bon, tout est tout croche, là. Fait que je vais pouvoir aller élever tout ce triangle-là, puis avoir une belle visualisation de ma racine. Puis pour refermer, ben là, souvent, on a du lousse en masse, là. J'ai essayé récemment de faire un petit truc. Fait que si j'imagine que ici, j'ai le rebord de mon os alvéolaire, puis évidemment, en dessous, ben, c'est vide parce que c'est léger là ou là-dedans est parti. J'ai fait 2 petits trous avec ma fraise sur le rebord de l'os alvéolaire, puis j'ai attaché mon tissu profond de mon frein, parce que là, ici, c'est très épais, on a du gros muscle, à mon alvéole, pour éviter que tout le poids de mon lambeau se retrouve dans la bouche, parce que sur les chiens qui ont des grosses babines, ça déesse souvent la maudite canine mandibulaire. J'en ai eu plein pendant ma résidence. Dr. Dumais en a eu aussi sur les forums de dentistes, on s'en parle de la canine mandibulaire. Surtout, tu sais, quand on a des chiens, des cane corso, ils ont comme des babines à pu finir, ça tire beaucoup. Donc, ça peut être une petite idée d'aller taquer nos muscles sur notre os alvéolaire. Puis comme ça, ben, il y a juste le restant de gencive là, qui tient sur nos sutures qui sont dans la bouche et non tout le poids de toute la lèvre. Fait que petit truc en passant si vous voulez être fancy pendant vos extractions de canine mandibulaire. On a une question ici. Je vais passer la première. Confusion. S'il y a une incision, c'est un lambeau triangulaire et non en enveloppe? Exact. Parfait. Parce que là, dans le fond, notre enveloppe puis notre incision verticale fait que quand on soulève notre lambeau, on a comme un coin. Fait que ça fait qu'on a nos 2 côtés de lambeau, puis le 3e côté étant la base du lambeau. Ça s'appelle un lambeau triangulaire. Parfait. Donc, question. Pour le chat, Dr. Legendre enseigne de faire un lambeau au niveau lingual. Est-ce la seule option? C'est pas facile à faire. Non, c'est pas la seule option. Vous pouvez faire la même version chat, là, mais de ce lambeau-ci du côté de la bouche. En fait, il y a un peu comme 2 courants de pensée pour les extractions de canine mandibulaire. C'est-à-dire que notre canine mandibulaire, non seulement elle s'en va, la racine elle-même, non seulement elle s'en va vers l'arrière, mais elle s'en va aussi un peu vers le centre, vers le milieu de la bouche. Fait qu'on pense à nos radios, là, on voit les 2 racines qui s'en vont comme ça ici. C'est-à-dire que si j'enlève de l'os au buccal ici, ma racine, elle commence en superficie, puis plus je m'en vais vers l'apex, ben, plus qu'il faut que j'enlève épais d'os, parce que ma racine, en fait, elle plonge vers le milieu du chien. Fait qu'elle s'éloigne de moi. Inversement, si je fais mon lambeau lingual, puis que j'enlève de l'os au lingual, quand je vais commencer, je vais avoir épais d'os, mais plus que je vais m'en aller vers mon apex, ben, moins je vais avoir épais d'os à enlever. Fait que pendant un bout de temps, il y en a qui se disaient « Ah, ben on enlève moins d'os quand on est au lingual, c'est plus avantageux de le faire au lingual. » Là, ils disaient qu'ils non, c'est au buccal, blablabla. Il y a eu une étude qui ont montré, ils ont mesuré un paquet de chiens, ils ont fait des CT, ils ont enlevé de l'os, puis ils ont mesuré le volume d'os qui était enlevé si on faisait notre chirurgie, dans le fond, en enlevant l'os au lingual versus au buccal, puis c'est exactement la même affaire. Donc, il n'y a pas d'avantage d'une technique par rapport à l'autre, c'est vraiment juste qu'est-ce que vous êtes habitué, puis qu'est-ce qui vous est enseigné, puis ça, avec quoi vous êtes à l'aise. Fait qu'il normalement, il n'y a pas une technique qui est meilleure que l'autre. Fait que c'est juste que si vous le faites au buccal, plus qu'on enlève d'os vers l'apex, plus qu'on en enlève épais. Mais c'est comme un peu l'envers de la médaille de l'autre bord quand ça revient. On a 2 autres questions. Est un peu plus longue. Pour la portion de gencive qui a été incisée devant une dent qui va rester en place, comment on l'assure si on n'a pas eu besoin de ce lousse de gencive pour recouvrir notre extraction? J'espère que ma question est claire. Ben, je pense que oui. En fait, ce que je veux m'assurer, c'est que j'ai de la belle gencive attachée. Bon, là, sur la photo, on voit, sur le dessin, on ne voyait pas, là, que ma gencive attachée, c'est tout ça ici. Je veux m'assurer que j'ai de la gencive attachée partout autour de la dent qui va rester. Fait que si, par exemple, mettons, j'ai fait un petit lambeau timide là, de ici à ici pour enlever la 7, bien la dent ici, puis ça n'a pas été élevé beaucoup, mais il suffit juste de faire un petit point entre, ben en fait, elle ne sera plus là, mais de faire un petit point pour s'assurer que notre pourtour est intact. J'ai-tu des photos de patients suturés? J'ai des photos post-op à... Ah, c'est pas sur ordi là, mes photos post-op de patients.
j'essaierai d'en mettre une dans le courriel, mais tu sais, tant que tu as ta gencive attachée puis qu'elle est suturée tout le tour, à la limite d'avoir du lousse ou pas, si tu n'as pas élevé, tu n'en auras pas de lousse, mais dans le fond, si tu n'as pas de lousse, le patient ne risque pas non plus de réouvrir ce bout-là de plaie, là. Fait que je ferais simplement des points entre les dents, autour des dents qui vont rester. Ma réponse était-tu claire? La question, elle semblait claire, mais ma réponse, je suis pas sûre. Ça a-tu bien répondu? Ben, on va laisser la personne commenter. Est-ce que la prochaine, Oui. c'est quoi tes recommandations pour éviter des granulomes pyogéniques traumatiques suite aux extractions de 309 et 409 chez le chat? Ah, éviter, je dirais, quand on suture, en fait, en général, dans tout l'embout, quand on suture, ce qu'on vise, c'est une apposition des tissus. On ne veut pas ni une inversion ni une inversion. Fait que si vous faites, puis on ne veut pas non plus un overlap, on ne veut pas un qui embarque par-dessus l'autre, parce que là, vous êtes comme tissu conjonctif qui est vis-à-vis un épithélium, là, fait que ça ne guérit pas bien. Fait que je vous dirais le plus possible de viser une apposition à cet endroit-là et surtout pas une éversion, parce que là, vous allez faire un bourrelet de gencive. Quitte à ce que des fois, le lambeau, il semble quasiment un petit peu lousse, là. Quand on fait juste une apposition, on a l'impression qu'il est plus lousse, puis si on l'avait serré, ben, il serait plus étanche. Mais en dedans de quelques minutes, le péril se recolle. Donc, ça me stresse pas. Fait que je vous dirais surtout d'éviter une inversion, puis tout bourrelet de gencives qu'il pourrait y avoir. On pourrait toujours se dire qu'on peut être un petit peu plus agressif sur l'os qu'on enlève au buccal de notre neuf. Donc, ça pourrait tenter de faire caler notre lambeau un petit peu plus. Mais sinon, des fois, c'est comme un peu de la faute de la malocclusion du chat. Et si c'est PM4 pointe un petit peu vers l'intérieur, ben ça va piquer peu importe. Fait que des fois, c'est juste, vous avez tout fait, mais c'est arrivé pareil, là. Fait que j'éviterais les bourrelets, mais au-delà de ça, je pense que c'est juste pas sous notre contrôle. Parfait. Quand Prochaine ça question. arrive, par contre, fait que là, vous êtes pogné avec le problème, on a deux solutions. Soit on va extraire la PM4 ou vous pouvez faire appel à moi, je peux faire une odontoplastie, c'est-à-dire avec une fraise qui est très, très peu agressive, là, aller juste arrondir la pointe de la 4, faire un scellant dentinaire. Et puis, des fois, c'est assez pour régler le problème. Mais la façon, mettons, généraliste qui est la plus accessible, sûrement la moins chère pour le client, ça demeure d'enlever la PM4, ce qui est plate, mais bon, ça arrive des fois que c'est nécessaire. Parfait. Est-ce que les sites d'incision changent lorsqu'il faut enlever une canine maxillaire avec beaucoup de alveolar bone expansion? Non. C'est juste plus difficile de faire notre incision parce que tout est rond, mais ça ne change pas mon design, en fait. Quand je referme, par contre, ben, avant de refermer, là, je fais une grosse alvéoloplastie pour aplanir le tout. En fait, chez les chats, c'est un petit peu tannant parce que si tu enlèves de l'os, tu vas avoir plus facilité à refermer parce que de refermer par-dessus du alveolar bone expansion, c'est très grand, c'est très bombé, c'est difficile à refermer. Fait que plus qu'on enlève d'os, plus qu'on s'aide pour notre fermeture, mais plus qu'on a de chance qu'il se pique avec ses canines mandibulaires s'il reste des canines mandibulaires. Parce que là, la lèvre va s'affaisser. Des fois, il se pique. Encore une fois, tu sais, c'est dame défilée ou dame défilante, là. Fait que c'est pas tout le temps sous notre contrôle. Maintenant, en général, je l'écris dans mes... vous n'avez pas nécessairement des rapports pré-op, mais juste d'aviser le client que si on extrait les canines maxillaires et qu'on laisse en place les canines mandibulaires, il y a toujours des chances qu'il y ait du lip entrapment, puis on le gérera plus tard. Je n'extrais pas nécessairement les canines mandibulaires en prévention s'ils n'ont pas besoin d'être extraites, parce que c'est quand même pas la majorité des chats qui vont se faire du lip entrapment. Fait que pour ceux qui m'ont pas suivi, je m'excuse. Des fois, on a des chats qui se piquent les lèvres quand ils n'ont plus de canines maxillaires, là, avec les canines mandibulaires. Ça fait vraiment des petites grimaces. C'est très cute, mais des fois, ils s'ulcèrent les lèvres, puis c'est très embêtant pour eux. Donc, il faut traiter. Ballpark, là, c'est sûr, j'ai pas fait une étude avec des stats. J'ai l'impression que c'est à peu près peut-être 10% des chats chez qui ça arrive. C'est pour ça que je n'extrais pas d'emblée les canines mandibulaires, parce que je trouve que c'est très invasif pour prévenir une complication qui a juste à peu près 10% de chance d'arriver. Fait que j'aime mieux traiter mon patient si ça arrive que
d'enlever des canines mandibulaires pour le fun. Mais j'avise quand même le client parce que c'est plus facile de leur faire avaler une deuxième procédure. Si au moins ils ont été prévenus que ça se pouvait, que là, on a toujours l'air incompétent quand une complication arrive et que personne ne le savait. C'est comme s'ils pensaient que nous, on ne le savait pas. Là. Fait que j'essaie de prévenir le coup, fait que je l'écris dans mes rapports et on peut juste les aviser verbalement. Parfait. La dernière question qu'on a, suite aux extractions, est-ce que tu recommandes, quel genre de nourriture tu recommandes en canne ou garder les croquettes? Je préfère en canne, ne serait-ce que pour avoir plus de multiples chirurgies dentaires, c'est inconfortable. C'est sûr qu'on préférerait du manger mou. Donc, je vais recommander en canne pendant 10 jours à 2 semaines. Par contre, il y a des animaux qui vont refuser de manger de la canne et se laisser mourir. Donc, à ceux-là, on peut recommander soit de mouiller les croquettes avec de l'eau chaude pendant quelques minutes. Souvent, les chats vont détester, mais je peux trop les miens, ils mangent ça sans problème. Fait que ça peut être aussi pour les animaux qui sont sur une diète spéciale et qu'il n'y a pas de canne ou ils ont essayé une nourriture hypoallergène puis il y en a une qui marche. Là, on peut juste mouiller les croquettes. Puis s'ils veulent rien savoir de manger, ben on donne quand même des croquettes. J'ai tellement de clients qui m'ont appelé pendant ma résidence, genre ça fait 3 jours que mon chat mange pas. Je suis comme, mais donnez des croquettes pour l'amour. Fait qu'on va privilégier la nourriture molle quand on peut. Mais si l'animal refuse de manger, on n'hésite pas à convertir sur des croquettes. Je pense pas qu'il va rouvrir ses plaies sur une croquette. C'est pas fragile à ce point-là. Je pense que c'est plus pour le confort du patient, finalement, qu'on donne du mou et non pour la sécurité de notre chirurgie. Parce que si vous êtes à une croquette près, là, je pense que vos fils n'allaient pas venir de toute façon. Super. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Il te reste, considérant, j'ai gardé à l'œil ton... Oui, moi aussi, j'ai comme... Ton 8h15, là, que tu as un autre engagement. Oups, il y a quelque chose qui vient de rentrer. Moi, ça va être juste parfait. Je vais poser je vais revenir. Il y a 2 questions. Je vais lire celle la plus courte, puis je vais lire l'autre. Okay. Est-ce qu'on attend le même laps de temps pour le brossage de dents? Brossage de dents, j'attends vraiment après la révale. De m'assurer que, premièrement, toutes mes plaies sont guéries comme il faut. Pour surtout pas que le client trouve ça aversif de se faire brosser les dents. Puis, que l'inflammation due au point de suture est terminée. Si vous utilisez du catgut, vous n'avez peut-être pas ce problème-là, mais si vous utilisez du monocryl, ça dure un bon 3 semaines. Donc, il y a encore de l'inflammation, même 3 semaines après nos extractions, même longtemps après que notre site d'extraction est fermé. Les fils sont encore là, puis ça fait quand même de la rougeur. Fait que, tant que je pense que mon patient peut être inconfortable, je ne veux pas qu'on brosse les dents parce que, encore une fois, je ne veux surtout pas qu'il déteste la brosse à dents. Fait que j'attends au moins un gros 2 semaines avant de recommander le brossage de dents. Puis 2 à même 3, ça ne me dérangerait pas qu'on recommande ça. C'est sûr que si vous avez fait une seule extraction, vous pouvez toujours dire au client qu'il peut brosser l'autre bord. Là. Mais si vous avez des extractions un peu à gauche, à droite, j'attends au moins jusqu'à la révale puis m'assurer que tout est beau. Parce qu'en plus, imaginez que vous avez un site qui est DC puis que le client brosse, ça serait comme vraiment le bout. Donc, je me donne un bon... Puis moi, je fais mes révales à peu près 2 semaines après. Là. Il y a une étude qui a montré que si on réévalue après 5 jours, mettons, il y a souvent des petits fils qui ont tombé, des endroits où la ligne de suture peut être ouverte, etc. Puis on a tendance comme à surdiagnostiquer les déhiscences quand on réévalue trop tôt. Donc, en général, je vais me donner un bon 10 à 14 jours pour réévaluer mes patients. S'il y a de quoi corriger, on le corrigera à ce moment-là, mais souvent, avant, c'est rouge, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent, puis on a tendance à overreacter. Fait que je ne commencerai pas le brossage avant ça. Un bon bijou. OK. On va y aller avec avec une affirmation de Dr Legendre, avec de Loïc. Durant les 10 dernières années, j'ai appris par plusieurs dentistes que l'ostectomie lors des extractions était nécessaire. En automne, j'ai suivi une conférence avec Dr Legendre. Il dit qu'il ne faut jamais, jamais, jamais enlever de l'os alvéolaire. Il n'utilise que des luxateurs pour extraire. Je vous avoue que j'ai été un peu surprise et frustrée de voir la différence de technique. C'est comme si on me disait de tout oublier et que ce que j'ai appris sur les extractions et de recommencer à nouveau. C'est quoi ton opinion là-dessus? Bon.
Oh, là, c'est clair. Là, je suis enregistrée. De ne pas me mettre enregistré. La polémique, c'est le mot que je cherchais, c'est ça. C'est pas tous les spécialistes qui opèrent de la même façon, puis on a beaucoup de petits trucs ou de petits... quelqu'un va nous dire qu'il faut pas faire ça, l'autre va nous dire qu'il faut... il y a comme plusieurs écoles de pensée, puis il n'y a pas d'études qui ont montré qu'une façon est clairement supérieure à une autre. Fait que c'est pour ça qu'on a comme un petit peu plein de gens qui ont plein de méthodes, OK? Fait que ça veut pas dire que sa méthode est pas bonne, mais ça veut pas dire que la nôtre est pas bonne non plus, OK? Il faut, quand on a une dent, encore une fois, en forme de banane comme une canine, il faut au minimum que la partie la plus large passe dans le trou, OK? Fait que si vous extrayez une canine sans enlever d'os, là, je m'excuse, mais c'est pas possible. Vous allez casser l'alvéole, en fait, c'est ce qui va arriver. Je veux dire, j'en ai pratiqué en masse sur des cadavres pour mon bois, des canines mandibulaires, là, ça ne sortira pas de même. À part de ça, pour les autres dents, oui, techniquement, ils sont en forme de V. Fait que, la partie la plus large est déjà comme le trou de l'alvéole. Mais n'empêche qu'il y a des dents qui sont très grandes. Il y a beaucoup de surface du ligament parodontal qu'il faut déchirer, qu'il faut élever. Puis à un moment donné, il faut aussi travailler de façon efficace. Si enlever 4 mm d'os, ça nous sauve une demi-heure d'anesthésie, ben, je pense quand même que ça a été rentable d'enlever ces 4 mm d'os-là. Puis sur un patient plus âgé, où le ligament est calcifié, où le ligament est partiellement résorbé, ben, vous allez passer des jours à essayer d'enlever une dent sans enlever d'os, OK? Fait qu'on veut toujours enlever le minimum d'os possible, mais il faut quand même travailler dans un délai raisonnable de façon minimalement efficace. Donc, la quantité d'os que je vais enlever, elle va varier selon la forme de la dent, l'âge du patient, puis la présence ou non de résorption. Mais de dire qu'on n'enlève jamais d'os sur rien, je pense que c'est un petit peu un gros statement, peut-être un petit peu peurant. Puis en fait, sa technique à lui, ça va être d'enlever de l'os plutôt au médial puis au distal. Puis il y a comme son école à lui, puis ses résidents à lui, qui vont ensuite l'enseigner comme ça. Fait que ça se peut que vous ayez pogné des enseignements comme ça. Il n'y a personne qui a prouvé que cette technique-là était mieux. J'en suis pas du tout en train de dire qu'elle est mauvaise, mais notre technique n'est pas mauvaise non plus. Fait qu'il faut juste pas enlever de l'os excessivement tout le temps. Puis oui, personnellement, j'aime beaucoup mieux les luxateurs que les élévateurs parce que les luxateurs sont plus minces et ont plus tendance à trancher le ligament qu'à le déchirer comme un élévateur. Mais j'utilise des luxateurs, mais j'enlève quand même de l'os. Okay? Fait que, il y a comme un juste milieu à avoir, là. Voilà, je pense que... Fait que vous vous chicanez dans les groupes Facebook de dentisterie, ce sujet-là. Mais il y a vraiment plein de façons de faire. Puis moi aussi, au forum, je suis allée écouter des TP d'extraction, la partie théorique, là. Je sais comment extraire des dents, mais je voulais voir comment les autres l'enseignent. Puis moi aussi, je tombe en bas de ma chaise, il y a des affaires qu'on m'a montré à pas faire, que là, d'autres font, puis tout ça. Puis je fais comme, OK, en gros, ça veut juste dire qu'il y a plein de façons de faire, là. C'est comme les recettes de spaghettis. Oui. Avec un petit peu. Il ne faut pas capoter là, si quelqu'un vous a dit quoi qui est différent. Là, c'est probablement tous les chemins, même par homme. Puis tant qu'on enlève les dents qu'il faut à la fin de la journée, puis le patient n'est pas cassé, vous avez fait une belle job. Parfait. Hey, on a tout le temps de prendre une dernière? Oui, ça fait une clarification, en fait. Quand tu parlais, là, l'histoire des chiens avec des grosses babines, là, comme les canis corso, c'est quoi exactement? Peux-tu réexpliquer brièvement, là, c'était quoi l'implication? Oui. En fait, on s'est rendu compte, juste plein de dentistes et nous, que quand on extrait la canine mandibulaire, étant donné qu'il y a toute cette attache-là de muscles et de babines, quand on fait notre ligne de suture, là, qui est à peu près où ma souris se promène, il y a beaucoup de poids sur cette pauvre ligne de suture-là, quand on a tout le poids de ce frein-là qui tire dessus. Donc, en général, même parmi mes collègues dentistes, la canine mandibulaire, c'est le site qui déhisse le plus. Même nous autres. Là. Fait que, en fait, dans les forums, j'ai eu connaissance, tout le monde a sa méthode pour diminuer l'incidence des déhiscences. Il y en a qui mettent des cônes à tous les patients, il y en a qui font des points matelas. Personnellement, la technique que je trouve qui fonctionne bien, c'est, puis là, j'ai pas de dessin de ça parce que c'est comme un dessin maison, là. Fait que si j'ai on va dire que mon os alvéolaire, il est là où ma gencive attachée est en ce moment. Là. Fait que j'ai enlevé de là jusque-là. Ma dent est partie. Je ferais 2 petits trous avec ma fraise, juste des
des petits trous, bord en bord de mon os alvéolaire. Puis j'irais pogner le muscle qui est ici, puis je le suturerais profondément, pas bord en bord, là, mais juste mon tissu profond. Je suturerais après l'os dans le petit trou que j'ai fait. Je me sers du petit trou pour le suturer à l'os, parce qu'évidemment, là, je ne peux pas passer mon fil de suture. Fait que, dans le fond, c'est l'équivalent d'un sous-cutané ou d'un point profond pour que le poids de tous ces muscles-là soit déjà taqué à mon os, puis que ça ne repose pas tout sur ma ligne de suture là, qui va recouvrir ma plaie à la fin. Je vais essayer de vous faire un... Si je trouverai sûrement pas de dessin, là, mais je vais vous en faire. À suivre la prochaine fois, je vais vous amener un beau dessin. Est-ce que c'est plus clair un petit peu ou vous attendez tous le dessin? Mais regarde, et considérant l'heure qui avance, si on est capable de trouver un visuel qui l'illustre ou si tu veux faire de toi une Picasso. J'ai jamais vu ça dans un article. Dans un article, non. c'est sûr que je ne trouverais pas une image qui existe. Là. Parfait. Fait que j'essaierai de vous faire un dessin, puis si ce mois-ci, j'en fais un, je prendrai une photo intra-op, puis je vous la montrerai la prochaine fois. Parfait. J'ai fait la semaine passée, mais là, tu sais, j'ai pas pris de photo. La personne remerciée dit oui, c'est clair. On a des messages de remerciement. Je crois qu'on arrive à la fin pour ce mois-ci. Encore une fois, merci Josée. On te souhaite du fond du cœur d'avoir un résultat positif pour ton examen pratique et que enfin tu aies autant, sinon plus de lettres après ton nom que dans ton nom, que ce soit réglé ce board-là une fois pour tout. Pour tous les participants, merci de votre intérêt. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir les réponses. Vous êtes nombreux à nous suivre. Et puis, comme d'habitude, dans les 24-48 heures, je vais vous envoyer l'enregistrement. Regardez vos indésirables. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube des services Yvette Mobile. Puis vous allez voir aussitôt que je vais déposer l'enregistrement. On se revoit le 21 août, même heure, même poste, et on va parler des soins spécialisés. Vous aurez le lien pour vous inscrire dans l'infolette. Je vous souhaite un bel été et une belle fin de journée. Merci à tous. Bye!